Alors, je vais céder maintenant la parole à Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Merci pour votre mémoire et votre présentation. Alors, je résumerai en disant que les trois propositions sont prioritaires, en plus de celles qui auraient le plus d'impact. Vous avez mentionné par rapport au pouvoir de prescription quand une personne est asymptomatique mais qui a eu un dépistage. Vous avez mentionné que ce serait un recul par rapport à la pratique actuelle. Est-ce que j'ai bien compris? Puis le cas échéant, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, on va y aller par étapes parce que c'est vrai qu'il y a des gens asymptomatiques, symptomatiques, ce que les sages-femmes peuvent faire, ce qu'elles pourraient ou pas faire selon le projet de loi. Donc, présentement, les sages-femmes auprès de la clientèle enceinte font l'évaluation des symptômes, font les prélèvements elles-mêmes parfois ou vont les prescrire pour les laboratoires. Elles vont recevoir les résultats et traiter si c'est approprié de traiter. Donc, sans égard aux symptômes, parce que de routine, durant une grossesse, on dépiste évidemment les ITSS en début de grossesse, donc s'il y en a une, on va la traiter. Mais si des symptômes apparaissent durant la grossesse, ça peut être une ITSS, mais ça peut être autre chose aussi. Donc, la sage-femme fait vraiment son travail d'évaluation là, auprès de la femme. Ce que le projet de loi propose, puis c'est une avancée, là, on le reconnaît, mais on est d'avis qu'on peut aller plus loin. Donc, ce qui est proposé dans le projet de loi, c'est de faire du dépistage pour toute personne, donc homme ou femme, et traité lorsqu'on reçoit un résultat positif. Donc ça, c'est ce que le projet de loi permet. Ce qu'on considère, c'est que pour les femmes pas enceintes, c'est un recul par rapport à ce qu'on fait déjà avec les femmes enceintes. On devrait pouvoir appliquer les mêmes compétences d'évaluation, de tests diagnostiques auprès de la clientèle non enceinte. Maintenant, quand on parle de la clientèle masculine, c'est sûr que les sages-femmes vont avoir des cours d'anatomie à l'université, vont avoir l'embryogénèse, l'anatomie masculine, mais on apprend à de rares occasions dans nos stages à l'hôpital en clinique, on va peut-être être appelé à traiter ou à évaluer un homme. Mais l'expertise des sages-femmes, c'est auprès du corps des femmes. Cela dit, si on est en présence d'un couple dans notre bureau et que madame est porteuse d'une ITSS, on devrait être en mesure de pouvoir traiter monsieur le plus rapidement possible. Et selon les recommandations de l'INES, on traite rapidement et s'il y a des symptômes, on réfère à un professionnel expérimenté. Ce qui est déjà le cas, c'est une façon de travailler que les sages-femmes font déjà. On a des trajectoires et des corridors de soins déjà établis. Donc, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair là, dans nos orientations. Oui, donc vous avez dit que, c'est ça, vous pouvez déjà traiter le partenaire masculin. On ne peut pas présentement. Vous ne pouvez pas présentement, non. Mais vous voudriez pouvoir le faire parce qu'on comprend que pour une maladie transmise sexuellement, ça peut... le traitement que vous allez faire à la femme enceinte, par exemple, bien, il va falloir refaire et refaire et refaire. Là. Exactement. Et dans le projet de loi, on parle de pouvoir traiter une personne asymptomatique avec un résultat d'analyse positive. Ce que ça veut dire, c'est que le conjoint ou le partenaire ou la partenaire va devoir aussi faire l'examen. Comme Rossul l'a mentionné, parfois les partenaires ne veulent pas se présenter, ne veulent pas faire les examens ou les tests pour les raisons qui leur appartiennent. Et à ce moment-là, le gouvernement a prévu un mécanisme pour traiter de façon accélérée les partenaires sans examen. Donc, c'est déjà une trajectoire qui existe dans les pharmacies. Donc, présentement, les sages-femmes, on ne peut pas utiliser ce mécanisme-là. Et avec le projet de loi actuellement, on ne pourrait pas le faire non plus. Donc, ça, c'est un mécanisme qu'on demande à pouvoir utiliser, là, encore une fois, pour diminuer le plus possible les risques de retransmission de notre cliente. Alors, je comprends que quand le partenaire masculin est dans votre bureau, il est déjà... Il a été convaincu où il est allé de plein gré pour la consultation. Alors, c'est plus facile pour lui que le test soit fait, que le traitement soit fait s'il est déjà là. Et puis, il y a une certitude que... Parce que si vous devez le référer à la pharmacie ou à un médecin, par exemple, ou ailleurs, bien, est-ce qu'il va se rendre jusque-là? Comme vous avez dit, pour des raisons qui lui appartiennent, ça peut être que c'est très difficile de se libérer de son travail pour quelle que soit la raison. Donc, autrement dit, c'est que si vous aviez ce pouvoir-là,
je vais utiliser le mot entre guillemets, on échapperait peut-être moins d'hommes qui sont dans cette situation-là et puis qui pourraient propager la contamination pendant toute la grossesse, finalement, que ce soit toujours des problèmes. Oui, tout à fait. Ça. Exact. OK. Vous avez mentionné aussi qu'à propos de la suppression de la liste de médicaments que vous auriez droit de prescrire, vous souhaitiez la même chose que les optométristes. Et vous avez mentionné que les podiatres souhaitent la même chose que vous aussi, que la liste soit supprimée. Est-ce que, à votre connaissance, les optométristes qui l'obtiennent ont fait des démarches qui n'auraient pas été faites par les podiatres ou par votre ordre? Ou qu'est-ce qui explique le fait que eux l'auraient, mais pas vous? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une très bonne question. Et de façon très transparente, et ça fait plusieurs années qu'avec nos collègues optométristes et collègues podiatres, on fait ces représentations-là pour tenter de se départir des listes réglementaires. Pour quelles raisons les optométristes s'y retrouvent? Il y a peut-être des représentations qui ont été faites, il y a peut-être différentes communications qui ont eu lieu que nous, on n'a pas pu avoir, mais c'est une question qu'on se pose toujours à ce jour, mais je ne crois pas qu'il y ait de mauvaises intentions. Je pense seulement que nous, on a pour les mêmes raisons que les optométristes ont évoquées, je pense qu'il est temps de se départir de ces listes-là. Et je crois me souvenir que le président de l'Ordre des pharmaciens aussi, durant sa présentation jeudi dernier, a manifesté le soutien au fait qu'on doit se départir de ces listes-là. Et puis, comme vous l'avez dit, les médicaments changent et s'améliorent. Donc, certains que vous pouviez prescrire, mais que vous ne pouvez... faisaient un travail, mais vous pourriez traiter mieux les personnes avec un médicament plus novateur ou plus moderne. Est-ce que dans votre domaine, dans votre champ d'exercice, est-ce qu'il y a plusieurs médicaments qui sont modernisés ou qui peuvent être remplacés? En obstétrique, ça va assez vite. C'est sûr que nous, on est, je le rappelle, à la première ligne. Donc, on ne traite pas des conditions graves comme des éclampsies, par exemple, des hypertensions de grossesse. Mais l'exemple dans le mémoire est assez parlant aussi. Là, on parle d'une condition d'une personne qui se présente avec des oxyures. C'est pas grave, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit traiter rapidement. Et ce médicament-là n'est pas dans la liste. Donc, on doit diriger la femme vers un deuxième ou troisième intervenant. Mais oui, la science avance rapidement. On a eu une présentation dernièrement, justement, de la pharmacienne Emma Ferreira, qui est professeure de pharmacie et pharmacienne au centre image, et elle nous parlait de nombreux médicaments qu'elle recommandait, elle, durant la grossesse, qui ne sont pas dans notre liste. Donc, oui, ça avance rapidement. Puis, de façon réglementaire, on n'arrive pas à suivre le rythme. D'accord. Donc, c'est vrai, ça serait vraiment une bonne avancée pour vos patientes et patients de pouvoir ne plus avoir cette liste-là. Vous avez... j'étais dans en fait, non, c'est un peu le même sujet. Je vais vous parler plutôt de la période. Vous demandez de ne pas être limité à une période de 6 semaines après l'accouchement pour si j'ai bien compris, c'est à la fois pour le suivi postnatal et pour le suivi pour l'allaitement. C'est bien pour les deux? La disposition présentement, ce qu'on s'est permis de demander, c'est vraiment de se concentrer sur les soins qui concernent l'allaitement. Donc, on n'est pas encore dans le suivi du nouveau-né ou du nourrisson ou éventuellement de la petite enfance. Ce sont des activités qu'on est en train de discuter dans un autre chantier d'élargissement plus en profondeur de la loi sur les sages-femmes. Mais présentement, on est vraiment dans l'allaitement. Donc, tous les soins, les services requis, l'accompagnement autour de l'allaitement. Et puis, est-ce que vous souhaitez que cette période, qu'il n'y ait pas de limite, point, ou qu'il y a une période, je ne sais pas, prolongée de 1 an, 2 ans? Mais en fait, c'est sûr que l'allaitement prend fin à un certain moment. Oui, en effet. Donc, tant que, tu sais, puis les recommandations vont dans le sens de 6 mois exclusifs, mais jusqu'à 2 ans et au-delà.
Mais si on se concentre sur l'allaitement, ce qui viendrait circonscrire le temps puis le champ, c'est vraiment tant que le bébé est allaité. OK, parfait. Et ensuite, je crois que ça faisait le tour des questions que j'avais. Je sais la durée. Ah oui, il y a un point qui m'a interpellée à la page 7 de votre mémoire, où vous disiez à la fin du premier paragraphe qui n'est pas en gras, pour le traitement pour éviter des cas de réinfection en cours de grossesse par partenaire sexuel. Vous disiez que l'absence de cette mesure pourrait mettre particulièrement à risque les femmes vivant de la violence genrée avec coercition sexuelle et reproductive et les personnes ayant vécu des expériences stigmatisantes et marginalisantes qui pourraient choisir d'éviter d'accéder à des soins de santé courants. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ça, s'il vous plaît? Veux-tu le prendre? Oui. C'est que dans certaines familles, il y a... c'est un sujet délicat, on parle de violence genrée, de violence familiale, de violence conjugale, et certaines femmes vont vivre la coercition sexuelle, donc vont devoir se prêter à des relations avec un conjoint qui potentiellement est porteur d'une ITSS. Et si ce partenaire-là ne veut pas aller se faire dépister ou ne veut pas prendre la médication ou que c'est trop difficile d'avoir accès à la médication, mais on se retrouve dans une situation où la personne va être réinfectée. On parle de la recommandation d'abstinence après le traitement, c'est une période de 2 semaines. Alors, cette 2 semaines-là, si le conjoint, le partenaire n'est pas traité, mais on se retrouve vraiment dans une vrille de recontamination. Alors, on essaie, par des soins, vraiment une approche centrée sur les traumas, d'aider ces personnes-là à être le plus possible traitées pour avoir les meilleurs soins possibles dans la situation qu'ils sont en train de vivre. Puis peut-être que tu as des exemples de choses vécues. Bien, ça revient vraiment à la situation de saisir justement les opportunités. Là, Puis, comme sage-femme, notre approche fait que, oui, il y a l'aspect médical, il y a l'aspect clinique, mais il y a l'aspect d'accompagnement dans une continuité, dans une trajectoire de vie. Donc, on est beaucoup aussi dans les préventions des violences. On devient des professionnels. Comme l'épisode dure un certain temps, on a environ une dizaine de rendez-vous de suivi de grossesse dans une approche justement plus globale. Fait qu'on est très sensible à ces enjeux-là au niveau des violences conjugales, de la coercition, et on peut justement amener à référer vers d'autres services du réseau. On connaît les partenaires autant institutionnels que communautaires. Donc, si on revient au ITSS, ça nous rend quand même vraiment des professionnels tout à fait adéquates pour aller plus loin dans la prévention puis le traitement. Je vous remercie beaucoup. Alors,